Imagine une salle de classe en Californie, à la fin des années 60. Des enfants ordinaires, des professeurs ordinaires, une école comme des milliers d'autres. Rien ne distingue cette rentrée des précédentes. Les cahiers sont neufs, les habitudes sont anciennes. Et pourtant un mensonge vient d'entrer dans l'école. Des chercheurs annoncent aux enseignants que certains élèves, repérés par un test scientifique de pointe, vont exploser intellectuellement dans l'année. La liste des noms est précise, confidentielle, officielle. Elle a l'odeur sérieuse de la science. En réalité, ces noms ont été tirés au sort. Au hasard. Complètement. 8 mois plus tard, les chercheurs reviennent et font repasser les tests à toute l'école. Les élèves, choisis au hasard, ont réellement progressé plus que les autres. Pas dans le souvenir des professeurs, pas dans une impression vague ou un bulletin complaisant. Dans les chiffres, noir sur blanc. Personne ne leur avait rien dit. Aucun élève ne connaissait la liste. Aucun parent. Personne. Alors comment une simple croyance, enfermée dans la tête d'un adulte, a-t-elle traversé l'air pour se loger dans l'esprit d'un enfant? Et surtout, qui croit quoi? Sur toi, en ce moment même. L'homme derrière cette expérience s'appelle Robert Rosenthal, psychologue à Harvard. Depuis des années, une idée dérangeante l'obsède. Il a remarqué que même des scientifiques, dans leur laboratoire, obtiennent les résultats qu'ils s'attendent à obtenir, y compris avec des rats. Alors il pose la question interdite. Et si les attentes d'un professeur pouvaient, à elles seules, modifier le destin d'un élève? Avant l'école, il y avait eu les rats, justement. Rosenthal avait confié des rongeurs identiques à ses étudiants, en prétendant que certains étaient issus d'une lignée brillante et d'autres d'une lignée médiocre. Les rats étiquetés brillants ont appris les labyrinthes plus vite. Des rats, identiques. La seule différence vivait dans la tête des expérimentateurs. Avec Lenore Jacobson, directrice d'école, il transpose le plan aux humains. Les élèves passent un test présenté comme révolutionnaire, capable de prédire les démarrages intellectuels spectaculaires. Le nom du test est inventé de toutes pièces. Les résultats annoncés aussi. 20% des élèves sont étiquetés prometteurs, tirés au sort dans chaque classe. Les enseignants reçoivent les noms presque en passant, comme une information de couloir. Puis l'année suit son cours, ordinaire en apparence. À la fin, le verdict tombe. Chez les plus jeunes, les élèves étiquetés ont gagné nettement plus de points que leurs camarades. Rosenthal baptise le phénomène « effet Pygmalion », du nom de ce sculpteur grec tombé amoureux de sa statue, au point de lui donner vie. Depuis, des chercheurs débattent de l'ampleur exacte de cette étude, et le débat est légitime. Mais le cœur du phénomène, l'effet des attentes, a été retrouvé des centaines de fois, à l'école, au travail, dans le sport, dans l'armée. La question n'est plus de savoir s'il existe. La vraie énigme est ailleurs. Comment une croyance voyage-t-elle? Sans un seul mot. Rosenthal a passé des années à disséquer le mécanisme, image par image, seconde par seconde, dans des enregistrements de classe et d'entretien. Il a fini par isoler 4 canaux, 4 routes invisibles par lesquelles une attente sort d'un cerveau pour entrer dans un autre. Aucune ne passe par les mots. Le climat, d'abord. On sourit davantage à celui qu'on croit brillant. On se penche vers lui. La voix se réchauffe sans qu'on le décide. Le contenu, on lui donne plus de matière, des questions plus riches, des défis plus hauts. L'occasion, on lui laisse plus de temps pour répondre avant de passer à un autre. Le retour, on corrige ses erreurs avec plus de soin, comme si elles méritaient d'être corrigées. Aucun de ces gestes n'est conscient. Un dixième de seconde de patience en plus. Un regard qui insiste au lieu de glisser. Un sourcil qui ne se fronce pas. L'élève, lui, capte tout, pas avec sa raison, avec son radar social. Son cerveau lit ces signaux comme un verdict. On croit en moi, ou pas, et il ajuste son effort au verdict. Et l'effet ne s'arrête pas à l'enfance. Dans l'armée israélienne, des instructeurs à qui l'on avait décrit certaines recrues comme à haut potentiel, choisis au hasard encore, ont produit le même miracle. Ces soldats sont réellement devenus meilleurs, hôtesses comme sur le terrain. On a retrouvé la même chose avec des managers et leurs équipes. L'effet fonctionne sur des adultes, il fonctionne sur toi. Mais ce mécanisme a un jumeau sombre. Quand on attend peu de quelqu'un, les 4 canaux s'inversent. Moins de chaleur, moins de matière, moins de temps, moins de soins. Et la personne rétrécit pour entrer dans le moule. Les chercheurs l'appellent l'effet golem. Et maintenant, la question qui fait mal. Que se passe-t-il quand le regard qui t'écrase? Et le tien. Fais l'exercice une seconde. Nul en maths. Timide. Pas créatif. Mauvais à l'oral. Maladroit. Pas fait pour les études.
pas fait pour diriger, pas fait pour ça. Ces étiquettes que tu portes comme des vérités biologiques gravées quelque part dans ton corps, d'où viennent-elles exactement? Qui les a écrites? Souvent, d'une seule phrase. Un professeur fatigué un vendredi après-midi, un parent pressé qui voulait bien faire, une moquerie en classe de 5e, un rire dans le fond de la salle. La phrase a duré 3 secondes. Tout le monde l'a oubliée, même celui qui l'a dite. L'étiquette, elle, est restée collée. 20 ans, 30 ans. Le sociologue Robert Merton avait un nom pour ce piège. La prophétie autoréalisatrice. Une définition fausse de la situation qui déclenche un comportement nouveau, et ce comportement finit par rendre la définition vraie. Le mensonge devient réalité, preuve à l'appui. La prophétie se félicite alors d'avoir eu raison depuis le début. Regarde la mécanique de près. Celui qui se croit mauvais à l'oral évite de prendre la parole. Comme il ne parle jamais, il ne progresse jamais. Comme il ne progresse pas, sa rare prise de parole est hésitante, et chaque hésitation devient une preuve de plus versée au dossier. La boucle est parfaite, fermée, silencieuse. C'est aussi une prison, sans gardien. Et cette prison se transmet. Le manager qui a classé un employé limité lui confie des tâches limitées. L'employé stagne, le manager triomphe. Le parent qui répète « il est timide » devant l'enfant, lui écrit son rôle. L'enfant le joue. Nous passons nos journées à sculpter les autres et à être sculptés, sans qu'aucun ciseau ne soit visible. Mais relis l'expérience de Californie. Si une croyance injectée de l'extérieur a suffi à élever des enfants tirés au sort, alors le mécanisme fonctionne dans les deux sens. Il peut écraser. Il peut construire. Et ça, les maîtres de l'esprit l'avaient compris bien avant les laboratoires. Émile Coué le répétait il y a un siècle dans sa petite pharmacie de Nancy. Ce que l'esprit tient pour vrai, le corps et la vie finissent par l'exécuter. Toute idée que l'on se fait de soi tend à devenir réalité. Les laboratoires modernes n'ont fait que mesurer, canal par canal, ce qu'il observait chaque jour à son comptoir. Alors fais l'inventaire. Ce soir, prends une feuille et écris les étiquettes que tu traînes depuis l'enfance, toutes, même celles qui te semblent acquises. Pour chacune, pose 2 questions, seulement 2. Qui me l'a collé? Et sur quelle preuve, réelle, vérifiable, récente? Tu verras la plupart se dissoudre sous tes yeux, comme des dettes prescrites depuis longtemps. Ensuite, choisis tes regards. Passe du temps avec ceux qui attendent quelque chose de toi, qui te parlent comme à celui que tu peux devenir. Leurs 4 canaux travailleront pour toi, sans qu'ils le sachent. Éloigne-toi de ceux qui t'ont classé une fois pour toutes. Ce n'est pas de la faiblesse ni de la fuite, c'est de l'hygiène mentale. Et surveille ton propre regard. Tes enfants, tes collègues, tes proches grandissent ou rétrécissent en partie dans tes yeux, par les mêmes 4 canaux, invisibles. Ta patience, ton sourire, ton silence, le temps que tu laisses avant de couper. Tout parle, tout sculpte. C'est un pouvoir, il est déjà entre tes mains. La seule question est de savoir dans quel sens tu l'utilises. Alors dis-le-moi en commentaire, quelle étiquette portes-tu depuis l'enfance et qui te l'a collée? Écris-la, regarde-la en face, et demande-toi si elle mérite encore ta signature. Ta réponse aidera peut-être quelqu'un d'autre à décoller la sienne. Et si tu veux la prochaine leçon des maîtres de l'esprit, elle t'attend déjà sur la chaîne.